Bienvenue mes chers pour ce 46e rendez-vous AFA de l'année 2024, Anacarte, formes et archétypes. Nous sommes le lundi 11 novembre, c'est l'armistice. Pour ceux qui ne se rappellent plus, c'est la fin de la guerre de 2018 et donc l'augure d'une paix promise. Évidemment que cette paix, elle n'a pas duré, on connaît la suite, mais quand même, l'armistice, c'est vraiment cette notion d'arriver à faire la paix avec ce qui nous a tellement agité, ce qui nous a tellement encombré et qui a quand même une décision, qui a quand même un contrat qui fait que je vais essayer de trouver une conciliation avec moi-même, avec le monde, avec les autres, avec les différences pour être en paix. C'est pourquoi aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite réflexion. Alors peut-être que ça va durer un peu, mais pour ceux qui ne connaissent pas Jung, ça peut être une introduction extrêmement simple, basique, qui va vous faire comprendre ce que c'est que la persona, ce que sont que les ombres. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que nous arrivons à la pleine lune, Taureau-Scorpion, la 11e pleine lune, et cette pleine lune, elle nous parle exactement de ça. Le soleil en Scorpion va mettre la lumière sur toutes nos peurs et toutes nos ombres, et en face, la lune en Taureau nous demande de revoir, on va dire, nos implantations, nos structures, notre incarnation. Alors ça, je vous en parlerai le 15, c'est-à-dire vendredi. Vendredi, ce sera le jour exact de la pleine lune et nous aurons un rendez-vous où j'essaierai de vous expliquer, entre guillemets, quelques notions symboliques pour essayer de traverser ces ombres. Mais justement, en attendant, j'avais envie de vous proposer cette réflexion sur la foi et la notion de persona. Juste avant, je veux vous dire qu'on est en seconde semaine avec l'anacarte ozone, et l'anacarte ozone, elle appartient, vous voyez, dans notre chemin de vie de cette année, c'est la seconde semaine, hein, nous l'avons tirée la semaine dernière, elle appartient à l'arbre de comprendre, et elle commençait par Prigo, activer ma vigilance, Étoc, faire ma wishlist positive, c'est-à-dire essayer de comprendre vraiment ce que j'ai mis en action dans le monde qui va se réaliser. Ne pas prendre de risques, ne pas se mettre en danger, c'est ce que nous dit Prigo aussi, activer la vigilance, c'est qu'il y a un moment donné où nous devons essayer de trouver un environnement qui est positif et sécurisé pour nous et arrêter d'aller nous confronter à des choses qui nous mettent en danger. Et puis, en résolution, nous avions Ozone qui n'est autre que la carte du voyage, de l'exploration des mondes, qui nous demande de nous élever pour essayer de comprendre ce qui existe dans notre paysage déjà et que nous pouvons rencontrer. Donc, il y a une curiosité à activer dans l'arbre de comprendre, dans ce paysage qui, s'il est toujours le même, nous propose forcément des nouveautés pour peu que nous tournions notre regard vers ce que nous ne regardons pas tout le temps. Et c'est ce dont je vais parler aussi. Alors, au mois de novembre, oh, j'ai ce « alors » qui revient encore, mais au mois de novembre, eh bien, entre le 8 et le 12, nous sommes avec l'ange Ariel, la certitude absolue. Donc, si vous êtes né entre le 8 et le 12 novembre, c'est l'ange qui vous accompagne et qui vous demande d'avoir une confiance absolue en ce qui arrive. Ça aussi, nous allons en parler puisque nous allons parler de la foi. Et puis, j'avais envie de vous montrer aussi, alors moi, je vous invite à le faire, si vous avez votre thème astral, essayez de vous faire une roue et puis posez vos éléments symboliques, c'est pas très compliqué, vous voyez, c'est-à-dire faire les 12 maisons, et puis ici j'ai rentré les signes astrologiques, et puis ici j'ai rentré les planètes, mes planètes de thème astrologique pour essayer de comprendre à chaque fois que quelque chose se passe dans les planètes, où est-ce que moi je suis impactée plus personnellement, ce qui permet dans un discours collectif d'avoir pour moi une vision plus personnelle en me disant « Ah oui, moi ça me concerne plus particulièrement ici ». Et puis je veux vous parler aussi de cette rencontre avec le jeu Daydream que nous avons opéré cette semaine au Vavangard. Et nous avons fait un rêve éveillé avec mon amie artiste Sonia, Sosomaïs. Je vous devais avoir le lien, sinon je vous le mettrai évidemment en fin de vidéo, qui a créé un jeu qui s'appelle le Daydream et que
nous proposons en atelier associé aux anacartes. C'était absolument passionnant. Et voilà ce que je suis en train de dessiner, c'est en cours, de mon rêve éveillé dans lequel elle m'a accompagnée. Ce grand bonhomme bleu, ma Merkaba et la constellation du Capricorne, en gros. C'était absolument... comment dire, absolument créatif, c'est-à-dire que ce jeu nous permet vraiment d'ouvrir à des dimensions qui sont en nous, des dimensions d'imagination et qui nous permettent de nous inventer un peu plus loin. Et un peu plus loin, quand c'est vrai, c'est toujours un peu plus loin à l'intérieur de nous, un peu plus loin en connaissance. Alors j'en profite quand même pour vous donner... Eh bien, le mot de la phrase de la semaine, c'est « vérité des mots ». Et nous sommes encore avec Régone, donc c'est intéressant, Régone qui nous dit « activez ma parole juste dans la rousseau-lune ». Je ne l'ai pas sous la main, je vous en parle à chaque fois ou quasiment. Voilà ce que je voulais vous dire. Cette réflexion, voilà où j'en suis arrivée, en tout cas, dans cette réflexion sur la foi et sur la notion de croyance. J'ai remarqué que dès qu'une pensée est négative, angoissante, elle appartient en général à une croyance. Ça veut dire que ce qu'on va prendre pour une perte de foi, le moment où on est désillusionné, désenchanté, etc., correspond très souvent à une destruction plutôt de croyances obsolètes. Comme si nous devions faire fi des fantasmes que nous avions de réalisation et essayer, parce que le fantasme fait de l'objet ou du sujet du fantasme un non-vivant, une projection. Et ce qui est intéressant, c'est quand même de rendre l'autre dans notre expérience vivant. Et la foi va donner cette vision globale de l'expérience d'incarnation. C'est-à-dire, ce n'est plus croire pour que les choses arrivent, mais avoir foi que les choses arrivent à partir du moment où nous sommes dans une certaine sincérité de notre être. Et la perte de foi, et c'est pour ça que je veux vous en parler aujourd'hui, ça va prendre une dizaine de minutes, mais si vous êtes intrigué ou intéressé par Jung, restez avec moi parce que vous allez avoir des bases, des données que je répète ici pour moi, mais qui me sont bien précieuses de me rappeler. La perte de foi, c'est un deuil de ce qu'on appelle la persona, c'est un deuil d'une identité sociale ou d'un masque relationnel. Ce masque relationnel est nécessaire pour être en contact avec les autres personnes. On pourrait pas être en contact avec les autres personnes en étant totalement dans le soi. C'est une mise en danger terrible dont Astor nous met en garde d'ailleurs dans l'Arbre de comprendre. Alors le travail de Jung sur la persona, il va nous faire comprendre comment nous allons créer des ombres, c'est-à-dire des non-reconnaissances de notre identité pour nous protéger. Donc la perte de foi, elle va s'appeler ce qu'on appelle un désenchantement. D'ailleurs, désenchantement, je me suis rendu compte que quand je perdais la foi, je ne chantais plus. Vous voyez comme les mots ont une vérité, c'est la phrase de la semaine, la vérité des mots. Donc, je vais vous parler de la persona et du processus de guérison qui s'appellerait le processus d'individuation. La persona, comme je vous le disais, c'est une protection nécessaire. C'est un masque nécessaire pour survivre dans la société. Alors nous n'en avons pas qu'un, nous en avons plusieurs. Mais ce n'est pas qui nous sommes. La persona ou ces masques, ce sont des outils. Ce sont des outils que nous n'avons pas à confondre avec qui nous sommes profondément. Cet ego qui se sert des masques définit ce que nous sommes dans ce que nous pourrions appeler le chaos du monde. Et le soi, donc en contrepartie, nous avons l'ego qui est cette personnalité au monde, et le soi, peut-être qu'on pourrait appeler notre véritable identité, c'est l'intégralité de notre psychisme, auquel évidemment nous n'avons pas accès puisque nous vivons dans le monde et nous devons avoir des comportements sociaux pour survivre dans cette expérience d'incarnation. Alors le soi, oui, c'est l'intégralité de notre psychisme. Donc c'est comme si chaque masque que nous allons adopter, c'est un morceau, c'est une partie de notre personnalité et non le tout. La persona ne peut pas nous définir en globalité. Nous ne pouvons pas
prendre le masque pour le tout, ce n'est qu'une partie. Et c'est ça qui est important dans la vigilance que nous devons opérer, c'est de ne pas nous prendre pour le masque. Alors qu'est-ce que c'est le masque? Eh bien le masque, c'est ce comportement social quand nous essayons de plaire aux autres, et plus nous essayons de plaire aux autres, et plus nous allons perdre notre identité. Plus nous allons nous éloigner de ce que nous sommes réellement pour essayer de garder ce lien qui peut-être ne nous convient pas, mais dont nous ressentons avoir besoin pour exister. À ce moment-là, il va y avoir ce qu'on appelle une suridentification à la personne, c'est-à-dire qu'on finit par croire qu'on est le masque, comme quand on est un acteur et qu'on finit par s'identifier totalement à notre rôle. Et c'est là que surgit ce qu'on appelle l'ombre. L'ombre, c'est l'ensemble de toutes les parties de ce soi que nous rejetons pour pouvoir exister dans le monde. Donc plus la persona est forte, plus l'ombre évidemment est dangereuse parce qu'elle va refléter en contre, comme la lune reflète la lumière du soleil, ce que nous cachons. En cachant des parts, nous finissons par croire qu'elles n'existent pas ou qu'elles sont sans importance. Et c'est là que le masque va, en permettant de s'ajuster, on va dire, dans les interactions sociales, parce que c'est ça le masque, hein, il va nous permettre de supporter des interactions sociales avec lesquelles nous ne sommes pas toujours en accord dans notre identité. L'ego est toujours en négociation avec le monde. Et la persona, c'est cet ajustement qui va nous permettre de correspondre aux attentes. Voilà, j'espère que vous avez compris la différence entre le soi, qui est vraiment notre psyché globale, et la persona, qui est notre ego, on va dire, support de l'ego qui va essayer de nous faire supporter justement la relation sociale. Et l'ego, il est là pour essayer de faire correspondre aux attentes. Il y a évidemment un équilibre à trouver entre ces forces d'ombre. L'ombre, c'est ce que je ne reconnais pas en moi. La persona, c'est ce que je montre au monde pour pouvoir socialiser. L'ego, qui est mon identité extérieure, et le soi. Et ça passe par un travail de reconnaissance de nos masques. Essayer de comprendre où sont nos masques. Cette persona, en fin de compte, elle cache une tempête intérieure, elle cache des désaccords entre qui nous sommes et ce que nous voulons montrer ou ce que nous essayons d'être au monde. Et si on ne la conscientise pas, elle va conduire à ce qu'on appelle une aliénation du soi, c'est-à-dire une négation de ce que nous sommes, une nécessité aussi évidemment de cacher ce que nous sommes, de protéger notre intime au risque de l'exiler, de nous faire perdre contact avec notre âme, par exemple, avec notre véritable moi. Les symptômes de ce fonctionnement, de ce dérapage, ce sont des dépressions, des anxiétés, des crises personnelles majeures. Ces crises personnelles majeures, eh bien, ces crises existentielles, je devrais dire, elles vont nous permettre peut-être de prendre conscience de ce danger de la persona. Donc le danger de la persona, pour résumer, c'est d'une part s'identifier totalement au masque, croire que nous sommes tous les masques que nous créons et rien d'autre. Et puis le deuxième danger, c'est l'aliénation, c'est-à-dire cette identification excessive qui va nous séparer de notre véritable essence, qui va faire de nous une personne qui a un fonctionnement mécanique et qui n'a plus vraiment de sens à ce qu'il est en train d'agir dans la matière. Alors heureusement, nous vivons, évidemment c'est un processus dont nous avons besoin pour entrer en relation avec le monde, et il y a des étapes possibles de retour, au retour de soi. La première étape, ça va être évidemment de prendre conscience du piège de la persona. Qui suis-je vraiment? Ça, c'est la phase, cette question qui arrive, ce fameux suis-je, c'est la phase qui va augurer de la désintégration de la persona. Il y a dans cette phase évidemment une perte de repère, un chaos, ce qu'on pourrait appeler une désorientation. Qui suis-je vraiment quand je ne joue pas un rôle pour plaire à l'autre? Et là, dans un premier temps, il y a plusieurs solutions. La première, c'est ce qu'on appelle la restauration négative. Je vais tenter de me reconstruire comme avant
et je vais reproduire les mêmes erreurs parce que je vais essayer avec d'autres personnes, dans d'autres relations, dans d'autres lieux, de me reconstruire à l'identique en espérant retrouver ce que la persona me donnait comme structure, comme solidité ou comme réconfort. Et puis, en delà de la restauration négative, il y a ce qu'on appelle la désintégration, cette étape de destruction où nous allons abandonner la surface, abandonner les masques. Et là, c'est là que va intervenir la restauration positive, le choix de laisser une part à la persona, il y a une partie de masque, oui, je peux continuer à sourire quand je suis en public avec des personnes que je ne connais pas, je ne suis pas obligée de leur mettre au visage toute ma désorientation et mon chaos, mais quelque chose en moi sait que je ne suis pas définie par cette personne. Donc, il y a évidemment un risque dans la destruction de cette persona de perdre sa capacité de s'adapter à l'environnement social, une perte de notre personnalité, une incapacité de vivre dans le monde, parce qu'on ne peut pas vivre sans une persona dans le monde, on est trop en danger, on ne peut pas s'exposer totalement dans tout ce que nous sommes, ça n'existe pas d'ailleurs, et je reprendrai dans un épisode suivant pourquoi ça n'existe pas, parce que le véritable soi est en perpétuelle transmutation et nous ne pouvons pas le figer au risque d'en faire un masque. Et dès que nous avons compris ça, nous allons nous mettre au service, on va dire, de l'informe en nous, en acceptant l'ombre, nos émotions, nos désirs, nos pulsions, tout ce qui n'est pas idéal pour nous, tout ce qui n'est pas dans un schéma de je suis la personne parfaite, eh bien tout ce qui va émerger de oui, j'ai envie de ça, pourtant ça ne correspond pas à mon image de perfection, tout ça c'est l'ombre. Et quand nous allons commencer à la reconnaître, nous allons pouvoir faire vivre une partie de nous sans persona. Le rapport avec nous-mêmes va devenir plus, on va dire, authentique, plus sincère. Alors, évidemment, il intervient toujours dans des transitions, je m'en rends compte, mais gérer l'ombre, c'est le travail d'une vie entière. Reconnaître ses aspects, l'intégrer, c'est un travail à la fois de chaque instant et de la totalité de l'instant qui nous fait ce passage sur Terre. Et nous allons simplement, à un moment donné, dans notre travail de conscience qu'on fait quand on se rencontre comme ça, tenter d'équilibrer toutes ces forces opposées en nous. Peu à peu nous libérer du besoin d'apparaître parfait aux autres, d'avoir le courage de voir tout en nous, non pas seulement certaines parties, ou non pas seulement culpabiliser des mauvaises parties et vouloir absolument les dissimuler ou les réparer, juste voir la globalité de nos contradictions, intégrer ce qui est caché, intégrer toutes les parties de qui nous sommes. Et ça, voyez-vous, ce que dit Jung, c'est ce qui s'appelle le processus d'individuation. Je ne suis plus une personne avec un ego qui essaie de se présenter avec une identité. Je suis un individu différent de chacun en mouvement d'évolution permanente. Et il faut dire que la seule volonté de se connaître ne suffit pas. Pourquoi? Ça, c'est le travail qu'on fait en permanence avec les anakartes. L'inconscient, on le sait, n'est pas accessible directement. Et il va falloir pour ça utiliser des outils pour nous aider, utiliser ce daydream dont je vous ai parlé pour créer l'imagination active, aller chercher dans le rêve des parties cachées en nous, dont nous rêvons ou qui nous font peur ou auxquelles nous aspirons ou que nous rejetons et les regarder. Et les anakartes, par ce processus, par ce symbole, à chaque fois que nous rencontrons, nous permettent simplement d'aller voir dans notre partie inconsciente ce qui a besoin d'émerger. Nous allons vivre, en fin de compte, c'est le mot une danse, comme quoi les enseignements chamaniques ont des mots d'une vérité. Je rappelle que c'est la phrase de la semaine, la vérité des mots. Danser sa vie, danser le monde, danser son chemin. Dans cette danse, il y a l'objectif d'équilibre entre la persona, donc vous avez compris qu'elle est nécessaire pour être dans le monde, et l'ombre.
Et cette persona, si on se rappelle qu'elle est un outil et non la destination finale. Je veux être un acteur, ce n'est pas une destination, ça va être un processus pour aller me rencontrer, rencontrer toutes mes ombres. C'est ce que font les acteurs en jouant des personnages différents, quand ils ont conscience de ce travail. C'est une danse que nous sommes en train de vivre et de réaliser entre ce que nous projetons à l'extérieur et ce qui est caché. Nous allons en quelque sorte apprendre à assumer nos contradictions, notre contradiction. L'individuation, elle apparaît chaque fois que nous allons remettre une croyance en nous en question. À chaque petit pas, à chaque petite vérité que nous nous formulons, nous poser la question, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est une croyance? Et je vous ai parlé des croyances au début, c'est pour ça qu'il m'importe de vous parler de la persona et que ce travail est un peu long. Mais vraiment, si nous faisons la différence entre cette foi et croyance, nous faisons la différence entre notre persona, nos masques et notre identité profonde. Nous allons utiliser en conscience notre persona comme un outil d'interaction, une capacité à se déplacer entre le monde extérieur grâce à nos rôles. Ici, je joue un rôle, je ne sais pas exactement lequel. Je viens parler de choses qui sont importantes pour moi en espérant que je peux les transmettre. Voilà, je joue un rôle de transmettrice. Et puis mon monde intérieur, eh bien, c'est celui qui m'a dit, tu dois parler, tu dois, pour toi, parler de ces notions aujourd'hui parce que elles sont en train de faire émerger une vérité qui est nécessaire, d'abord pour toi, peut-être pour les autres. Et à ce moment-là, eh bien, nous pouvons tranquillement faire face à l'ombre, faire face à tout ce que nous évitons de voir en nous, les accepter totalement et tout à coup, l'ombre devient un potentiel créatif majeur. C'est là qu'est le cadeau. Dans l'ombre se cache tout notre trésor, toute notre richesse à devenir. Alors vous voyez, le soi, d'une certaine manière, c'est la persona, le conscient, plus l'ombre, l'inconscient, c'est l'intégralité de notre psychisme, mais dans la conscience de toutes ces parts différentes. D'un côté, nous allons, avec cette conscience décuplée, eh bien, vivre beaucoup plus de liberté. Et la liberté, elle se traduit par être plus authentique. Elle se traduit par reconnaître nos limites. Elle se traduit par une véritable connexion aux autres enfin possible. Et ça, c'est un cadeau qu'à chaque fois que nous allons rencontrer un autre, nous allons pouvoir nous situer, avoir ce rôle, être une gentille personne, parler correctement, parler la même langue que l'autre. C'est déjà la moindre des choses, mais en n'oubliant pas notre identité profonde. Nous allons pouvoir simplement être. Et pour conclure, je suis contente d'avoir tenu 22 minutes et pas plus. Eh bien, sachez que ce travail de conscience, il exige un travail d'attention et de conscience de soi permanent. C'est un voyage solitaire. Personne ne peut faire ce travail à notre place et ce sera le sujet de ma prochaine interaction avec vous lundi prochain, le rapport à l'autre et en fonction de la conscience de cette persona. C'est une quête de vérité intérieure qui va nous amener à la vérité, on va dire, de notre cheminement dans ce monde. Et ça, c'est magique. Et évidemment que cette solitude que nous vivons, vous voyez, ce matin, ça fait 3 heures que je suis en train de lire, que je suis en train d'écrire, que je suis en train de prendre des notes pour la fois prochaine, etc. Et d'essayer que mon être authentique puisse absorber avec assez de conscience les informations pour vous les retranscrire avec assez d'authenticité. La semaine prochaine, si vous avez été intéressé par cette petite incursion philosophique dans le monde de Papa Young, je vous parlerai de ce qu'on appelle les aléas de la relation. C'est un livre de Guy Roger, je vais aller regarder les références, que j'ai trouvé évidemment dans une brocante et ça m'a intéressé de le lire, même s'il est un peu confus et je ne vais pas vous le conseiller, je vais plutôt vous le résumer et reprendre la ligne
profonde qui est pour moi en ligne droite avec ces enseignements de Jung qui pourraient se résumer à le soi, la véritable identité n'a pas besoin de reconnaissance. C'est l'image qui s'en nourrit et l'image, c'est une invention que l'on fait pour faire exister l'ego. Et il dit cette phrase magnifique, je crois qu'elle est ici. Ce que l'on est réellement est l'inconnu insondable, si angoissant que l'on se fabrique des masques. Alors, à suivre, je reprendrai cet enseignement magnifique que j'ai reçu. Je suis contente parce que ma foi retrouve la joie d'être quand je rencontre ces lectures. J'ai l'impression que je peux accepter que je suis dans un monde de rôles et d'images et traverser avec toute ma conscience et ma sérénité possible. Je vous embrasse, je vous donne rendez-vous vendredi pour ce tirage de pleine lune. Ne manquez pas ce tirage, je parlerai peu d'astrologie, mais beaucoup d'énergie. Et j'espère, donnez-moi vos commentaires, mettez le petit pouce, c'est important. Et j'espère que vous avez entendu ou compris ce message de Jung, de faire la différence entre la persona et le soi, et d'accueillir avec bienveillance nos ombres. À très vite.